Vous allez sûrement reconnaître un peu des thématiques que dont vous avez entendu parler hier, dans la table ronde où il y avait Marie-Jeanne Richard, Romain Ray, Nicolas Arinto, puisque nous travaillons de manière étroite en réseau. Ils font partie, enfin, deux d'entre eux font partie du réseau de réhabilitation psychosociale, et on est évidemment en lien très fort avec l'UNAFAM. On s'est appelé encore lundi matin, pas pour la maison de la santé mentale, mais pour une action qu'on monte qui est favoriser l'accès à la réhabilitation psychosociale en France, puisque tu as cité Réabase, et je ne crois pas que ce soit dans mes diapos, donc je vais en dire deux mots maintenant. Nous nous sommes rendus compte que l'accès restait bien trop mauvais en France. Donc grâce à cette cohorte, il y a plus de 6300 dossiers maintenant, 1300 personnes qui ont accepté que leurs données figurent dedans. On voit que les secteurs de psychiatrie générale, les psychiatres libéraux, tous les psychiatres de France continuent à envoyer des gens toujours trop tard, et que ça ne bouge pas d'un pouce. Nous avons commencé la cohorte en 2016, nous sommes en 2024, et les personnes qui accèdent à la réhabilitation psychosociale, du moins ceux qui vont dans les centres support ou les centres de proximité, ont toujours 12 ans d'évolution de la maladie, 35 ans d'âge moyen, 5 mois en moyenne d'hospitalisation, à quoi ça sert, et 3 médicaments ou plus, c'est-à-dire aucun respect des recommandations pour un tiers d'entre eux. Donc pour moi, c'est une catastrophe. Je l'ai dit partout, évidemment à l'UNAFAM, au pouvoir public, au ministère, tant qu'il y en avait un, puis on verra bientôt. Parce que pour moi, c'est absolument pas possible. Donc, pour lutter contre ça, nous cherchons des idées et nous lançons ce mouvement avec donc Anne-Cécile Cornibert, qui est ceux qui sont à pied d'œuvre, c'est Anne-Cécile Cornibert, qui est chef de projet du Centre ressources de réhabilitation psychosociale, Nicolas Rinto et moi. Et nous avons créé donc un QR code, une page pour s'inscrire. Donc, inscrivez-vous, diffusez. Il y a 4 sous-groupes que je vais vous citer maintenant. Et ces 4 sous-groupes sont chargés de dégager des idées d'amélioration pour que les gens accèdent enfin au moment voulu à la réhabilitation psychosociale. Par exemple, on parlait des jeunes psychotiques. Évidemment, c'est le moment de les adresser, mais il n'y en a pas. Sauf dans les endroits où nous lions la réhabilitation psychosociale avec la structure de transition psychotique. Et ça, c'est par exemple à Lyon, on le fait, à Nancy, à Dijon, etc., etc. Mais en tout cas, ça n'impacte pas les données moyennes en France, qui sont celles que je vous ai données. Donc le problème, c'est que dans la tête de certains d'entre vous, peut-être minorité, je ne sais pas, vous n'êtes pas représentatif de la France, mais en tout cas, dans la tête de la majorité des psychiatres français, la réhabilitation psychosociale est encore un soin à concevoir quand tout le monde est déjà mort psychiquement, pratiquement. Et donc c'est un soin de réanimation psychiatrique. Alors qu'en réalité, on ne le fait pas pour ça, c'est un soin de prévention de la dégradation. Voilà, c'était juste un petit message en introduction. Et maintenant, je vais passer à mes diapositives. Donc, puisqu'on m'a demandé de parler des défis dans le domaine de la santé mentale, il y a 3 défis que j'ai identifiés. Évidemment, c'est complètement un choix subjectif. Ça n'est pas du tout exhaustif, mais il fallait bien avoir un angle d'attaque. Donc, premier défi, prendre en compte la santé mentale dans sa globalité. Alors, Jean-Yves parlait tout à l'heure du confinement, du printemps 2020, puis il y en a eu quelques autres derrière. Ça a permis au moins à tout le monde de se poser la question de sa propre santé mentale. Mais ça n'a pas changé fondamentalement les choses, ça n'a pas changé l'intérêt accordé à la psychiatrie et l'intérêt accordé à la prévention. Donc, comment se manifeste une bonne santé mentale? C'est ça qu'on aimerait qu'il soit pris en compte, et c'est un des motifs de créer cette maison de la santé mentale. J'étais en réunion avec la direction du Vinatier, des avocats, des partenaires pour créer les statuts de cette future maison de la santé mentale qui sera nationale, mais implantée à Lyon. C'est pour ça que je suis arrivé juste avant, là. Normalement, j'avais prévu d'être avec vous tout ce matin. Donc ce qu'on veut, c'est que chaque personne puisse avoir une capacité à se projeter dans l'avenir et qu'elle prenne conscience que c'est un signe de sa bonne santé mentale. En fait, l'intérêt, c'est d'attirer l'attention de la population générale sur la santé mentale en général et en particulier sur ceux qui ont des troubles psychiatriques. Si on parle de troubles psychiatriques directement, les gens sont toujours dans le déni. Personne ne veut en avoir, personne ne veut que ses proches en aient, c'est tabou. Et on n'avancera jamais. La seule solution, et le confinement nous l'a montré, c'est de parler de la santé mentale positive, c'est-à-dire comment préserver sa propre santé mentale pour ensuite s'intéresser à ceux qui ont une moins bonne santé mentale et pouvoir les voir différemment. Cette technique-là, elle marche puisqu'on l'essaye depuis plus de 4 ans maintenant. C'est éprouvé, et pour aller de l'avant, je pense qu'il faut un lieu emblématique pour parler de la santé mentale et des actions emblématiques pour parler de la santé mentale. Et la maison de la santé mentale, c'est un endroit physique, mais aussi virtuel évidemment, puisque tout est comme ça maintenant, qui mettra en valeur tout ce qui peut être fait dans ce domaine-là, y compris dans le domaine de la meilleure compréhension, y compris dans le domaine de la prévention. Je ne sais pas, les enfants et les écrans, je ne sais pas, les adultes et l'accès à un urbanisme qui est favorable à la santé mentale, ça peut être tout ça, et puis aussi la psychiatrie de l'enfant, la psychiatrie de l'âgé, la psychiatrie de l'adulte, et tout ce que vous voulez dans le domaine de la santé mentale.
Donc tout ce qui est noté là, vous l'avez vu, ce sont des signes de bonne santé mentale, et je n'ai marqué qu'en bas à droite, l'absence de manifestation d'une souffrance mentale, parce que ça ne suffit pas pour avoir une bonne santé mentale. Et à partir du moment où on présente les choses comme ça, tout le monde est concerné, et c'est beaucoup plus facile. Donc ce message-là, il faut le reprendre et le porter très largement. Ensuite, quels sont les déterminants d'une bonne santé mentale? Donc la maison de la santé mentale, elle travaillera là-dessus. Vie sociale riche, l'exposition à la nature, la qualité du sommeil, l'absence de consommation de toxiques, vie intime épanouie, le sentiment d'utilité. C'est que ce ne sont que des exemples. Typiquement, dans les personnes que je souhaite inviter à être en résidence pour monter des manifestations scientifiques avec un niveau de type vulgarisation en termes de contenu, j'ai croisé la semaine dernière à Marseille Vincent Girard qui travaille sur amour et santé mentale. Je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord pour animer un cycle sur amour et santé mentale? C'est intéressant, et il y a des travaux scientifiques là-dessus. Il m'a d'ailleurs proposé de participer à un de ces PHRC, tout simplement penser aux liens d'attachement et à l'ocytocine. Donc on peut parler de ça de différentes manières, extrêmement scientifiques, mais le thème est très porteur pour attirer le grand public et le plonger dans la question de la santé mentale. Donc deuxième défi, c'était le premier, j'en ai parlé très vite, mais on n'a pas beaucoup de temps, et puis si on peut en garder un tout petit peu pour discuter, ce sera mieux. Renoncer à une approche centrée sur les symptômes pour aller dans le sens d'une approche orientée rétablissement et centrée sur les besoins des personnes concernées par les troubles, les personnes que nous soignons. Ça peut vous paraître évident, parce que vous avez entendu parler de ça 1000 fois, mais ce n'est quand même pas ce qui se fait généralement sur le terrain. Sur le terrain, on cherche à réduire les symptômes pour que la maladie ne s'exprime plus, et on décide pour les personnes. Il suffit de regarder les chiffres d'hospitalisation sous contrainte, il suffit de regarder les chiffres d'isolement et de contention. Moi, je suis responsable d'un pôle avec un secteur de psychiatrie générale pour 250 000 habitants. Je sais ce que c'est que de lutter contre ça. C'est difficile. On a des moyens de le faire, je pourrais en parler si on a le temps. Mais c'est difficile, et en tout cas, on part d'un niveau très élevé de contraintes et d'infantilisation dans un modèle qui est quand même encore essentiellement paternaliste et hospitalo-centré. Donc là, avec ça, on dit qu'on doit changer ce modèle. Donc une manière de se décentrer du modèle purement médical, c'est de dire qu'il n'y a pas seulement le rétablissement clinique, ce que visent les médecins et les professionnels de santé mentale d'habitude, et puis le rétablissement personnel, c'est-à-dire quand la personne se sent mieux, parce qu'on sait quand même que c'est le but. Simplement, le fait d'agir sur la partie symptomatique pour viser le rétablissement clinique ne suffit pas à procurer le rétablissement personnel. On le sait, puisqu'il y a une disjonction très forte. Il y a des gens qui ne sont pas rétablis d'un point de vue personnel, mais qui sont asymptomatiques, et vice-versa, vous avez des gens très symptomatiques qui se sentent bien. Donc cette disjonction, comment aller au-delà? Comment la comprendre et comment en faire quelque chose? Eh bien, il faut élargir ce modèle du rétablissement à une vision pluridimensionnelle, et en particulier prendre en compte au premier chef la dimension fonctionnelle, c'est-à-dire comment la personne fait face à son quotidien, comment la personne gère ses projets et fait aboutir ses projets, c'est-à-dire comment la vie de la personne est en lien avec ses symptômes. Et si on fait ça, ça c'est ce que vise la réhabilitation psychosociale, on se donne beaucoup plus de chances déjà de motiver les personnes à s'investir dans les soins, de donner du sens évidemment aux soins, parce que les soins, ils deviennent une manière de réussir sa vie, et non pas une manière de diminuer des manifestations qui semblent pour certains être la pure réalité. Les personnes, elles ne disent pas « j'ai besoin d'avoir moins d'hallucinations », elles disent « j'en ai assez que mes voisins m'insultent, et pourquoi le mur est si fin, il faudrait améliorer l'isolation ». Il n'y a personne qui vient dire « je veux moins d'hallucinations ». Enfin si, au bout de 5 ou 10 ans de psychothérapie, parfois c'est possible, ou de travail sur soi sans psychothérapie, parce que certains y arrivent, pas de souci. Regardez d'ailleurs la vidéo d'une personne entendeuse de voix qui s'appelle Michael Sidlick, qui est un Danois, qui communique beaucoup, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps dans un congrès à Adélaïde. Il vous dit comment il fait avec toutes ces voix. Et lui, il réussit finalement à les adopter et à en faire quelque chose de positif, parce qu'il prend ce que chacune d'entre elles lui apporte d'intéressant. On vient de le mettre en ligne sur la chaîne YouTube du Centre Source de réhabilitation psychosociale, hier soir. C'est vraiment intéressant. Après, il faut aller au-delà de la question du diagnostic. Ce n'est pas du tout le problème. C'est comment une personne hallucinée de manière très intense arrive à avoir une belle vie. Et ça vient dans ce sens-là. Elle a des symptômes, mais elle est rétablie, cette personne-là. Il n'y a pas de souci. Enfin, vous regardez, puis vous me direz. Donc, troisième défi, et puis après, il y aura quelques réponses, améliorer l'offre de soins. Donc, pour l'instant, ce qui n'est pas fait, c'est de co-construire le projet de soins avec les usagers. Il y a le projet de soins, ça c'est à titre personnel, mais c'est aussi le projet d'unité. Si on veut vraiment être centré sur le rétablissement, si on veut vraiment respecter les personnes, respecter leur autodétermination, il faut leur permettre de décider aussi sur l'organisation de nos structures de soins. Donc pour moi, il n'y a plus de projet d'unité, il n'y a plus de projet de service, il n'y a plus de projet de pôle, il n'y a plus de projet de structure qui ne sont faits en l'absence de personnes concernées, en l'absence d'usagers. Ça n'a pas de sens, puisque c'est pour eux qu'on le fait. Pour l'instant, c'est nous qui leur disons comment ils doivent se soigner. Et en général, ça ne convient pas, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure des EHPAD, j'ai entendu ce matin.
C'est des mini-hôpitaux, c'est triste. Les EHPAD, ça doit être des lieux de vie, c'est des structures résidentielles, on l'a toujours dit, mais en pratique, quand on va dans un EHPAD, on voit bien que c'est un mini-hôpital, avec des couloirs tout blancs, c'est pas des lieux de vie. On fait semblant de mettre un petit cadre sur le mur, de mettre une petite maquette ou ce qui plaît à la personne, un petit meuble, mais en réalité, c'est des hôpitaux, avec des moyens diminués. Et les familles ne comprennent pas. Alors pourquoi mon proche, il attrape des escarres, il s'infecte, alors qu'il devrait être surveillé? Bah oui, mais c'est un lieu de vie, c'est pas un hôpital, il n'y a pas assez d'infirmiers. Donc vous voyez, il faut vraiment réfléchir à tout ça et co-construire avec les usagers parce qu'ils ont des idées. Il faut développer des alternatives à l'hospitalisation, parce que l'hospitalisation, évidemment, elle n'est pas assez stimulante, elle aboutit à des institutionnalisations et finalement à des pertes de chance. La vie de la personne, elle n'est pas dans l'institution, surtout dans l'institution hospitalière. Donc la seule manière de lutter contre ça, c'est de diminuer le nombre de lits pour mettre les structures en tension et développer des alternatives. Le but, c'est d'avoir des soins, c'est pas d'être dans des murs. Surtout quand dans les murs, il y a les personnes qui sont là, et puis des professionnels pas assez nombreux, comme on a vu ça pendant le confinement. Là, ça ne marche plus du tout. Donc il y a juste les travers de l'institution qui persistent. Donc chaque directeur d'institution ici doit se poser la question, quel est le ratio entre les moyens en intra-hospitalier et les moyens à l'extérieur? Michel Laforcade disait 60-40, dans d'autres pays c'est 70-30. En tout cas, c'est certainement pas une majorité de moyens en intra-hospitalier par rapport aux moyens extra-hospitaliers. Mais si vous regardez bien vos différentes structures, vous verrez qu'il y a peut-être cet écueil-là encore présent à surmonter. C'est tout simple, voilà. Par exemple, au Vinatier, j'étais avec le directeur à l'instant pour la Maison de la Santé Mentale, ça a été 15 millions d'euros qui ont basculé de l'intra-hospitalier à l'extra-hospitalier dans les 6 dernières années ou 7 dernières années. Et c'est pas assez, pas du tout assez. Favoriser le déploiement des professionnels de santé au sein des structures sociales, ça c'est des initiatives qu'on peut avoir qui permettent d'intégrer ces personnes de manière durable, enfin des personnes qui normalement n'y auraient pas accès. Je vous cite un seul exemple. Nous détachons sur le pôle centre Rive-Gauche une IPA, un médecin, un moniteur éducateur, une assistante sociale, mais le poste est vacant en ce moment, sur un CHRS. Et ce CHRS, grâce à ça, accepte des personnes qui sont extrêmement difficiles du point de vue du comportement. L'une de ces personnes a 77 ans d'âge, 44 ans de rue, elle a des troubles du comportement permanent, elle menace, elle insulte, elle tape, elle balance la table par terre. Donc aucune institution ne l'a jamais acceptée, c'est pour ça qu'elle était dans la rue, c'est un monsieur d'ailleurs. Et bien là, ça fait 8 mois que ce monsieur est dans un CHRS avec ce soutien-là. Autre exemple dans un autre CHRS, avant c'était 19 passages de la police par an, parce qu'évidemment il y a des consommations de toxiques permanentes, alcool c'est 24 heures sur 24, chacun boit 24 heures sur 24 pratiquement, après ils se battent, il y a des rixes et la police est appelée. 19 passages de la police par an avant qu'on intervienne, 0 maintenant. Donc moi je vous dis, ça marche. Voilà, 2 exemples. Créer des lignes de soins spécialisées dans les CMP, en lien avec l'offre de recours, on dit qu'il faut par exemple augmenter la qualité du diagnostic des TND et de l'autisme. Mais pour l'instant, il n'y a pas un seul secteur qui ose s'en emparer. Ils disent tous, allez donc au centre expert, allez donc au CRA, allez donc à TS2A, dispositif complètement saturé, qui ferait mieux de faire autre chose que du diagnostic, parce que les moyens on les a, et le diagnostic d'autisme il n'est pas spécialement compliqué. Donc, par exemple, sur le pôle centre Rive-Gauche, on a une ligne TND, TSA, et le diagnostic est fait là. Et au moins, on n'embolise pas, on ne contribue pas à l'embolisation de TS2A, qui est l'unité pour les adultes régionale. Enfin, pour Rhône, Drôme et Ardèche, ça fait quand même déjà 3 départements, avec un équivalent temps plein de médecins et 2 psychos, ça ne va pas suffire. Améliorer le dépistage des états mentaux à risque, effectivement, pour l'instant, on laisse les troubles s'installer et on prend en charge les personnes beaucoup trop tard, alors qu'en réalité, on est capable de détecter un UHR, de diagnostiquer un UHR qui a un tiers de risque d'entrer dans la schizophrénie, dont on peut prendre soin et pour lequel on peut procurer une bien meilleure évolution. Ça nécessite d'améliorer l'accès aux soins. Je vous proposerai une solution juste après. Donc, améliorer l'offre de soins, lisibilité et accessibilité, justement, ça veut dire, par exemple, sur un bassin de population, il y a une structure qui reçoit les gens rapidement, et il y a une structure qui est visible pour tous les généralistes, pour toute la population, pour avoir un avis en santé mentale. Est-ce que ça existe? Oui ou non? Non? Si, ça existe. Créé juin 2020, pôle centre Rive-Gauche, ça s'appelle le CADEO, Centre d'accueil, d'évaluation et d'orientation. C'est un petit redéploiement interne sur un secteur de 250 000 habitants, un équivalent de temps plein de psychiatre, 1,5 de psychologue. J'ai obtenu un temps plein par l'ARS pour ça, seulement. Le reste, c'est tout du redéploiement, 2 temps plein d'infirmiers. Et avec ça, on voit 1000 personnes par an, et on voit sans aucun filtre, pas besoin de courrier, pas besoin de remplir des dossiers, pas besoin de quoi que ce soit, pas besoin d'attendre non plus. On voit en quelques jours n'importe quelle personne du bassin de population qui a besoin de voir un psychiatre, et on l'oriente. Donc là, vous avez lisibilité, parce que vous avez un dispositif plateforme pour l'entrée dans tous les dispositifs, privés, publics, etc. Et vous avez une accessibilité, puisqu'on fait en sorte que ça tourne, comme il n'y a pas de suivi, évidemment, on peut voir tout le monde. C'est une alternative aux urgences psychiatriques.
aux urgences psychiatriques, de toute façon, quand les gens arriveront, ce sera trop tard. Et la seule décision qui sera prise, ce sera hospitalisation. Et là, on enferme et on contraint, etc., on traumatise une partie des personnes, je vous dirai après, ou pas d'hospitalisation. Et là, on frustre, parce que les gens, ils viennent pour avoir une solution, et s'ils ne sont pas hospitalisés, ils ne sont pas contents. Donc il faut les prendre un tout petit peu plus tôt, quelques heures, dans le parcours de dégradation, et les envoyer au centre d'accueil, d'évaluation et d'orientation. Donc pour les directeurs d'hôpitaux et les psychiatres d'ici, posez-vous la question, puis-je créer un KDO sur mon territoire de santé? Il y a des publications, vous avez des chiffres, le bilan des 2 premières années, 2020-2022, sur le site du Centre ressources de réhabilitation psychosociale, page web du pôle centre Rive-Gauche, regardez, et si vous voulez des articles que vous ne les trouvez pas, vous me les demandez. Il y a une lettre dans l'encéphale, un article dans Perspective Psy, avec la critique des psychiatres de secteur qui sont rédacteurs en chef de cette revue, vous jugerez par vous-même, ça parle, parce qu'ils m'ont imposé de mettre ça avant l'article, mais après, moi je pense que c'est une bonne structure qui répond à ce besoin, et je vous conseille de vous en emparer. Personnalisation des soins, ça veut dire des soins de réhabilitation psychosociale construits en fonction des objectifs de vie des personnes. Ça passe par des outils très simples, plan de suivi individualisé. C'est le lien entre mon état actuel, ce que je vise, les obstacles et les outils de réhabilitation pour franchir les obstacles. C'est les directives anticipées en psychiatrie. C'est ensuite avoir une structuration des soins qui partent des besoins des personnes. Je ne veux pas détailler ça parce qu'on n'a pas le temps, mais les réponses sont publiées 1000 fois. Priorité à l'ambulatoire, on en a parlé, on verra pourquoi après, j'ai une diapo qui est assez illustrative. Et les soins de réhabilitation psychosociale, pourquoi? Parce qu'ils renforcent le pouvoir de décision et d'action des personnes, et ils sont favorables au rétablissement. En fait, quand on renforce la capacité de mémorisation, quand on renforce la capacité de concentration, quand on renforce la capacité à lire les émotions sur le visage d'autrui, on donne des possibilités aux personnes d'affronter le quotidien. Donc on leur donne des possibilités de maîtriser leur destinée. Donc ces soins de réhabilitation psychosociale, en fait, ils doivent être au cœur de tous les secteurs. Pour l'instant, ils ne le sont pas. Le système qu'on a construit est mauvais. Enfin, il ne doit pas être durable. On a fait les soins de secteur qu'on a laissés tels quels dans les années 1960. On les garde à peu près pareil maintenant. On a rajouté une couche avec 130 centres de réhabilitation psychosociale. J'ai participé à leur création, donc je me permets de les critiquer, simplement parce que je vois que ça ne suffit pas. Les personnes qui y accèdent sont bien soignées, mais elles sont bien trop peu nombreuses et elles arrivent bien trop tard. Donc soit ces centres de réhabilitation psychosociale multiplient par 10 ou par 100 leur action, les secteurs-là envoient tout le monde d'un seul coup et puis ça va être miraculeux, soit, solution plus réaliste, les secteurs transforment leur pratique et s'appuient sur ces structures de réhabilitation psychosociale qui sont quand même 135 sur tout le territoire français pour se transformer. Mais pour moi, il n'y a que 2 solutions, il n'y en a pas d'autres. En tout cas, on ne laisse pas en plan. Et puis donc, évidemment, pour faire tout ça, il faut s'appuyer sur de nouvelles professions, et je parlerai tout à l'heure un petit peu de pérénance. Améliorer l'offre de soins, déployer largement la réhabilitation psychosociale, donc ça veut dire renforcer le pouvoir de décision et d'action. Pour faire ça, on a des méthodes. On évalue les possibilités des personnes, on leur dit quelles sont leurs possibilités, on leur dit honnêtement leurs limitations, et on renforce leurs capacités avec les outils de soins qui sont décrits dans l'instruction des GOS du 16 janvier 2019, c'est un texte réglementaire. Et en plus, vous avez dans le Code de la santé publique l'obligation d'offrir la réhabilitation psychosociale. Tous les établissements de santé mentale doivent le faire maintenant. Donc je ne vois même pas pourquoi vous vous poseriez la question, c'est obligatoire, faites-le. Et ensuite, recourez à des outils de soins validés, psychoéducation, remédiation cognitive, entraînement des compétences sociales, etc. Donc les centres de réhabilitation, ils sont là. Il en manque dans le schéma parce qu'il y en a qui ne se sont pas fait référencer. Je l'ai redit à Boris Nicole pour Pau, ça me fait de la peine. Évidemment, ça fonctionne très bien. Et là, il m'a dit qu'il allait le faire. Je vais lui réécrire parce qu'il n'a pas fait depuis la semaine dernière. On a une bonne couverture territoriale. Mais évidemment, on ne peut pas toucher toute la population. C'est ce que je vous disais juste avant. Les gens, ils arrivent trop tard. 33 ans, un tiers ou presque qui a 3 médicaments ou plus, 5 mois d'hospitalisation. En moyenne, sur 6300 personnes. 12 ans de durée moyenne de maladie. C'est triste. Mais surtout, ce qu'il y a de plus triste, c'est que quand j'ai vu ces chiffres, j'ai vu qu'ils n'avaient pas bougé d'un pouce depuis 2018. C'est stable. Donc le système tel qu'il est, il ne fonctionne pas. Donc il faut le changer. Alors, réponse, il faut conduire le changement. Vous allez vouloir déployer des soins de réhabilitation psychosociale dans vos établissements. Comment faire? À quoi ça sert? Sur quoi s'appuyer pour le faire? Donc, effectivement, ça veut dire que vous allez mettre les usagers au centre de votre réflexion. Et vous allez devoir réfléchir sur ce que ça signifie que de considérer le rétablissement en face. Il y a autant de définitions du rétablissement que de personnes, c'est pas grave, à la limite, c'est aux personnes de le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va travailler sur la reconstruction des personnes en tant que personnes. On va travailler sur l'épanouissement de ces personnes. On ne va pas travailler sur la réduction des symptômes. Là, on va chercher à ce que leur vie réussisse. On va élargir finalement le spectre d'intervention. Donc, vous avez compris qu'on allait au-delà des symptômes et qu'on allait essayer de mettre en place quelque chose qui soit extrêmement large et pas normatif,
Parce que se sentir rétabli, c'est pas forcément travailler, être en couple, avoir un appartement, etc. Pour certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres, c'est simplement rendre service à son voisin. C'est simplement vivre dans la rue. Parfois, il faut l'accepter. C'est à eux de choisir. À partir du moment où on passe du côté du rétablissement, on laisse les personnes décider. Mais il ne faut pas que ce soit un prétexte pour ne rien faire. Et on les laisse décider en fonction, évidemment, de leur capacité. Je n'insiste pas sur les détails. Construire le changement autour de valeurs communes, ça veut dire que si on travaille en faveur du rétablissement, on renverse les perspectives dans plein de domaines. La nature des soins n'est pas la même, la relation entre le professionnel de santé mentale et le patient n'est pas la même, la place accordée aux usagers n'est pas la même, et ils doivent avoir une représentation. Tout change. Posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma structure, si je veux m'y mettre, et même pour tout Sainte-Marie? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que c'est à faire? Si c'est à faire, comment le fait-on? Voilà, donc pour moi, quelques pistes. Le rôle central des pères aidants. Si on veut travailler en faveur du rétablissement, on ne peut pas faire sans les pères aidants. Combien de pères aidants à Sainte-Marie? Je ne sais pas. Combien par établissement? Pour moi, c'est 1 par unité minimum. Donc, ça, vous, ça en fait des centaines. Donc le budget, comment vous faites, etc. Il faut trouver des solutions. Désolé, c'est concret. Donc lutter contre les résistances des personnes qui sont sur place, parce que le changement, c'est jamais facile, il faut trouver des têtes de pont qui sont convaincues. Vous en avez dans la salle. Je ne peux pas regarder Jean-Yves, voilà, etc. et d'autres. Impliquer les aidants, parce qu'en fait, il y a un trio qui doit décider. Les professionnels, c'est vous. Les personnes concernées, c'est évident, c'est ce que je dis depuis le début, mais les aidants qu'on sollicite beaucoup, surtout quand on désinstitutionnalise. Évidemment, les aidants, on ne peut pas les laisser de côté. Donc, ce trio, il faut lui permettre de se rencontrer et de décider ensemble. On a fait la réunion du réseau de remédiation, de réhabilitation psychosociale, il y a un mois à Lyon, sur ce thème-là, la place des aidants, parce que c'est essentiel. Ce n'est pas juste de l'aide aux aidants cosmétique ou pour se donner bonne conscience, c'est tout le monde qui est engagé. C'est-à-dire on fait vraiment ce qu'il faut pour que ça marche. C'est difficile. Donc ça veut dire définir de nouveaux objectifs institutionnels, de nouvelles perspectives, et tout reconstruire en partant des besoins des usagers. Ça veut dire aussi pour les médecins renoncer à la toute-puissance. Ça veut dire avoir une position humble et partagée avec les personnes concernées, avec les autres professionnels de santé mentale, etc. Voilà, ça n'empêche pas d'avoir un leadership parce qu'on a les idées, qu'on a ceci, cela, mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas médecin. Moi, ça ne me gêne pas personnellement. Je partage tout ce qu'on veut, du moment que ça fonctionne. Donc pour susciter l'engagement des professionnels, on peut leur dire que quand on fait ça, on se sent utile. Quand on est dans le modèle classique à bout de souffle, on se sent déprimé en général. Là, on leur redonne un sentiment d'utilité, une satisfaction à venir au travail au quotidien. Parce que on voit la vie de la personne de manière plus globale, parce qu'on voit les réussites, et ce n'est pas la réhospitalisation, la 10e, avec le syndrome du tourniquet que vous connaissez bien. Donc on améliore le sentiment d'efficacité, pas seulement des personnes qu'on accompagne, mais de ses collègues. Et finalement, puisqu'on travaille sur un modèle plus horizontal, il y a plus d'autodétermination, c'est moins fatigant pour les managers, et c'est plus satisfaisant pour ceux à qui on confie des responsabilités, et finalement on valorise leur bien-être et on renforce leur identité professionnelle. Donc voilà, on s'appuie sur des outils de soins qui ont fait la preuve de leur efficacité. C'est pas parce qu'on fait ça qu'on est dans quelque chose de spéculatif. Non, on est sur un mouvement qui est mondial, qui est à l'œuvre partout. Il y a même des pays qui, à plus de 40 ans, ont interdit dans la loi les hôpitaux psychiatriques une seule spécialité parce que c'était enfermant. Et donc ils sont précurseurs de 44 ans par rapport à nous. Donc voilà, on travaille vraiment sur le potentiel de chacun, les personnes concernées, les professionnels. Alors changer les pratiques, oui, dans les choses qui sont un petit peu choquantes, ça c'est la thérapie aversive pour les professionnels, c'est ce qu'on ne veut pas faire. Personne n'a envie de faire ça, vous voyez. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que disent les personnes qui ont été isolées. En fait, nous, sur le pôle centre Rive Gauche, pour lutter contre l'isolement et la contention, et ça marche, je vais vous dire les chiffres après, enfin grossièrement, on fait un débriefing de chaque personne qui a été isolée dans les quelques jours qui suivent. C'est soit un psychologue extérieur, pas celui de l'unité, extérieur à l'unité, soit un sociologue qui font répondre à un certain nombre de questions toutes les personnes isolées. Voilà ce qu'elles disent. Il y en a 2 sur toute l'action qui ont dit que ça leur avait servi à quelque chose. Toutes sont traumatisées ou ont un vécu affreux. Donc ça fait hésiter un petit peu quand même les soignants à recourir facilement à l'isolement. Donc on a vu, on a fait ça le bilan il n'y a pas très longtemps au Vinatier. Il y a quelques pôles qui baissent leur taux d'isolement, 2021, 2022, 2023, dans le pôle centre Rive Gauche. C'est ceux qui ont des actions comme ça. Ceux qui ne le font pas, c'est stable. Donc ça permet une prise de conscience. Ça n'empêche pas que ceux qui arrivent des urgences, ils sont toujours isolés, ficelés, parce que c'est le protocole là-bas. C'est d'autres actions qui vont marcher. Mais par contre, les isolements qui partent des unités, il y en a presque plus. Parce qu'on ne peut pas infliger ça aux personnes. Et on anime régulièrement des demi-journées contre l'isolement et la contention, ou en faveur des alternatives. Il y en a une lundi, si ça vous intéresse.
je ne sais plus si c'est en visio, en tout cas c'est certainement en présentiel au Vinatier, à 14 h ce lundi, bâtiment 416. C'est la 4e demi-journée qu'on fait. Et là, c'est une revue de littérature faite par une chef de clinique qui vient de finir son Master 2 et qui va faire une thèse là-dessus, et un interne, sur ce qui se fait dans le monde pour ne pas isoler, ne pas contenir. Donc c'est intéressant, et le reste, je pense que ça a été filmé, ou il doit y avoir des comptes rendus, vous pouvez regarder. Changer les pratiques, déployer partout la réhabilitation psychosociale. Ah oui, je ne vous ai pas dit les 4 sous-groupes tout à l'heure, du mouvement Réhab pour tous. Donc vous pouvez flasher sur le QR code, vous accédez à une page qui explique un petit peu, qui liste les 4 sous-groupes, et qui vous permet de remplir un questionnaire pour adhérer. Donc il y a les propositions qui vont découler des 4 groupes de travail qui sont intéressantes, parce que j'espère qu'elles seront constructives, et puis il y a aussi le nombre de personnes qui répondent. Là, je vois que ça ne vous intéresse pas trop, puisqu'il n'y a personne qui flash le QR code. Donc je suis un peu déçu, je vous avoue. C'est pas grave, hein. Je dirais partout que Sainte-Marie, ils ne veulent pas s'engager dans la réhabilitation, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, faites comme vous voulez. En tout cas, 4 sous-groupes. La réhab en 15 jours, ça c'est Nicolas Rintaud qui avait proposé ça. C'est comment faire en sorte que les personnes accèdent au centre de réhab dans les 2 semaines qui suivent. C'est possible, il suffit d'enlever les barrières, ce que je faisais moi quand j'étais responsable du centre de réhab de Lyon. On ne met pas de passage systématique par tel ou tel médecin généraliste ou psychiatre auparavant, on dit on les prend tout de suite. Et après, bon, il y a le délai qui s'allonge, on met un groupe d'entrée, c'est facile. Ça, c'était sa demande et c'est ce qui a lancé le mouvement. Après, je lui ai dit, on ne va pas se contenter de ça parce que c'est une goutte d'eau dans un océan. Parce qu'on sait très bien que la capacité des centres de réhab, il y en a 130 et quelques, 135 je crois, elle est faible. Même si on les sature au maximum, on va juste les épuiser, les mettre en burn-out, mais ça ne réglera pas le problème. Donc on a créé 3 autres groupes pour tenter de régler le problème. Il y a un groupe sur l'auto-soin, l'auto-réhab, c'est-à-dire comment les personnes peuvent elles-mêmes décider de ce qu'elles voudraient et à quoi il faut qu'elles accèdent pour finalement aller vers le rétablissement. Il y a un groupe sur la transformation des secteurs et il y a un groupe sur la culture de santé mentale de la population générale pour qu'elle favorise le rétablissement des personnes. Donc c'est ces 4 sous-groupes-là, vous pouvez y participer, mais je vous dis, si vous répondez, vous pouvez simplement mettre quelques commentaires et vous compterez dans le nombre de personnes, puisque ça on le diffuse au pouvoir public immédiatement, et à l'UNAFAM et tous les partenaires pour dire regardez ce qui se passe. Donc c'est intéressant simplement d'avoir plus de personnes. Merci pour ceux qui flashent, je laisse encore 2 secondes. Donc changer les organisations, ça veut dire faciliter l'accès aux soins, on peut passer par les KDO, ensuite il faut concevoir la gradation des soins, ensuite il faut mettre en place une fluidification entre les différentes structures, par exemple d'un secteur de psychiatrie générale, quand il y a des structures ambulatoires, des structures mobiles, des structures d'hospitalisation, il faut que ça circule, il faut que chacun conçoive ça comme un parcours dont il est responsable de la globalité. Et puis, surtout, ce qui est très important, c'est que les soins soient à durée limitée. Il n'y a rien. Ce qui fusille la psychiatrie, c'est qu'on croit que c'est un tout et une finalité en soi, avec des gens qui viennent au CMP pour la vie, pour tous les soins. Ça, c'est pas possible. Il faut pouvoir dire stop, c'est un contrat. C'est pas parce qu'on offre des soins qui sont autodéterminés qu'on est forcé d'être d'accord avec tout. Et si ça n'a pas d'utilité, si quelque chose n'a pas d'utilité, c'est stop. Si aller au CMP, c'est juste pour renouveler une ordonnance, ça n'a pas d'utilité, il n'y a pas d'acte technique. C'est le généraliste qui devrait le faire. Moi, c'est ce que je dis à mes patients. Ils ne sont pas tous d'accord, ils ne sont pas tous contents, mais je m'en moque, c'est comme ça. Ils ne vont pas me forcer à aller voir. Un point, c'est tout. Donc le parcours de réhab, c'est sur la base d'une information, c'est la personne qui en décide. Ça peut être accéder à une structure de recours de réhabilitation psychosociale, centre de support, centre de proximité. Ça peut être accéder à un secteur qui le fait, mais ça peut être toute autre chose. L'important, c'est d'arriver à identifier ses capacités, les renforcer, réussir sa vie. En fait, il faut se poser la question en prenant de la distance. Il ne faut pas être sur les structures du passé. Là, on est au XXIe siècle, on est sur des modèles du XXe siècle. C'est fini. En fait, il faut vraiment pouvoir tout mettre à plat pour repartir sur une nouvelle organisation. Intégrer de nouvelles professions, je vous ai dit l'importance des pairs aidants, ils ont beaucoup d'idées, ils aident à faire tout ça, c'est pour ça que je les ai mis en rouge, mais et tous les autres aussi, c'est du multidisciplinaire. C'est la richesse de la psychiatrie, ne nous en privons pas. Pourquoi indispensable les pairs aidants? C'est eux qui incarnent leur établissement. Personne d'autre ne va pouvoir en parler comme ça. Moi là je vous en parle, je suis un peu enthousiaste, mais moi je ne suis pas un père aidant. Je suis simplement quelqu'un qui a observé que c'était utile et qui le favorise, qui a créé une formation pour ça. Mais le savoir expérientiel, c'est eux qui l'ont, et on ne peut pas faire autrement. Il y en a besoin pour les personnes accompagnées, il y en a besoin pour les équipes pour qu'elles retrouvent de l'espoir. Donc mettez des pairs aidants, mais en préparant leur arrivée. Préparer leur arrivée, ça veut dire par exemple avoir recours à des outils comme celui-là. C'est un livret qui avait été fait par des personnes concernées, par des professionnels en 2017-2018, qui est une nouvelle version dont la couverture est d'une couleur différente, jaune je crois, qui va sortir, qui a été mise à jour par l'équipe du Centre Ressources, les mêmes personnes concernées, puis Esper, qui est une plateforme de mise à disposition de pairs aidants à Lyon, pour le 69. Pour changer les choses, vous pouvez aussi vous appuyer sur des formations. Par exemple, vous avez cette formation là qui est encore tout à fait d'actualité. Quelqu'un de l'hôpital de Clermont-de-Loise m'a dit, par exemple, qu'elle le mettait obligatoire avant le moindre entretien de recrutement.
pour un infirmier, un ergothérapeute, même un aide-soignant. Elle m'a dit qu'un aide-soignant lui avait dit c'est super, j'ai tout fait. Pour moi, c'était comme une série de Netflix. Au début, je trouvais que c'était lourd, j'en avais assez. Puis après, je ne pouvais pas m'arrêter de regarder les épisodes. Je ne savais pas que c'était comme ça. Franchement, je n'aurais pas cru. Moi-même ayant contribué, créé et puis contribué à ces vidéos. Mais bon, c'est une aide-soignante de Clermont-de-Loise qui a dit ça la semaine dernière. Donc il y a 8 modules validés par des QCM avec des blasons dont ils peuvent faire état. Donc on est sûr qu'ils l'ont fait. Une fois qu'ils sont en poste, il y a que les enthousiastes qui vont faire, mais en amont, il ne faudrait pas penser à l'imposer sur le recrutement. Mais vous voyez, c'est possible. Le case management, important, c'est pour donner plus d'importance, plus d'autonomie et plus de réactivité finalement au dispositif. Ça veut dire qu'on confie des prérogatives à un infirmier, un ergothérapeute, voire un père aidant, c'est multidisciplinaire. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Je n'insiste pas plus. En tout cas, ça donne des chances que les parcours de soins soient moins interrompus. Qui d'autre va rappeler qu'il y a tel rendez-vous? Qui d'autre va faire en sorte que la personne accède? Qui d'autre va aller la voir, lui téléphoner, s'en soucier? C'est le case manager. Si on ne le fait pas, en fait, on enlève quelque chose d'essentiel. Mais il y a beaucoup d'endroits où il n'y en a pas, et c'est noyé dans une responsabilité d'équipe, c'est-à-dire personne ne fait rien. Et les ruptures de soins, vous les constatez vous-même sur vos CMP, c'est ce qu'il y a de plus courant. Ensuite, vous pouvez avoir recours à des échelles pour évaluer le rétablissement, soit le rétablissement des personnes, soit l'approche orientée rétablissement des structures, rétablissement des personnes, story, RSA. L'approche orientée rétablissement, c'est-à-dire l'adéquation au modèle, c'est la RAS. Et pour la vérifier, on déploie l'Observatoire du rétablissement. Vous pouvez gratuitement faire évaluer vos dispositifs en sollicitant le centre ressources de réhabilitation psychosociale qui vous dépêche un père aidant ou deux pères aidants, ou un père aidant et un autre professionnel, avec une auto-évaluation. C'est les professionnels qui s'auto-évaluent, qui se font évaluer par leurs usagers, et puis il y a également les familles qui peuvent évaluer. On a un questionnaire aussi RAS, pardon, c'est américain, traduit par un Canadien pour les directeurs, mais on ne l'a pas déployé. On ne voulait pas choquer les directeurs, mais on pourrait à l'avenir. Si vous le demandez, on le fera. Qu'est-ce qu'une structure orientée vers le rétablissement? C'est une structure qui fait tout ça. Je n'avais pas vu, tout à l'heure j'ai vérifié les lettres qui étaient passées en bas. C'est une structure qui respecte l'autodétermination, qui prend en compte le potentiel des usagers, qui individualise les prises en charge, qui a des intervenants formés et engagés, qui met à profit les ressources de l'environnement, qui ne travaille pas tout seul, qui n'est pas une fin en soi, qui met l'accent sur les forces plutôt que sur les limitations, qui intervient précocement et qui a des durées de prise en charge limitées, en tout cas pour la plupart des personnes quand c'est possible limitées, donc ajustées aux besoins des personnes, mais illimitées aussi quand les personnes vont mal dans la durée, bien évidemment. Alors comment un professionnel adopte-t-il les principes du rétablissement? Qu'est-ce que ça implique? Il faut prendre en compte les besoins des personnes et leurs demandes, au premier chef, c'est-à-dire être centré vraiment sur eux, être empathique, s'approprier des outils thérapeutiques qui renforcent le potentiel, après l'avoir mis en évidence, ne pas être jugeant, oser croire en leur réussite, parce que parfois on n'y croit pas. Patricia Digan, quand elle était hospitalisée pour schizophrénie pendant 1 an, et qu'elle a dit « je vais changer le système parce que les patients sont mal soignés aux États-Unis », on pensait qu'elle était délirante. En fait, elle l'a fait. Voilà, vous regardez tout ce qu'elle dit sur Internet. Donc ça veut dire ne pas réduire les personnes à leurs troubles, et être à leur écoute. Et puis vous avez plein de documentation, il y a des tas de livres qui existent, certains ont été cités par Jean-Yves, il y en a d'autres. Et puis surtout, allez explorer un petit peu le site du Centre Ressources de réhabilitation psychosociale. Il y a 2000 pages, il y a énormément de choses. On va essayer d'améliorer la circulation en son sein parce que c'est pas facile. On a conscience qu'il faut vraiment fouiller pour trouver. Mais en tout cas, si vous fouillez un peu, vous trouverez des choses intéressantes pour vous et pour vos équipes. Voilà, merci pour votre attention.